Lundi 9 décembre 2019, une rencontre avait lieu à la librairie Ombre Blanche autour de la parution du numéro 8 de la revue Gibraltar avec Santiago Mendieta, directeur de la revue, Philippe Motta, journaliste, Chloé Aran, photographe et Anne-Lise Verdier, illustratrice. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles au rendez-vous de la 8e saison de la revue Gibraltar, un peu entre deux mondes. Donc voilà, c'est le 8e numéro depuis 2012 avec un numéro par an autour des récits et des histoires vraies de Méditerranée et des mondes méditerranéens. Donc on va un petit peu évoquer le nouveau numéro. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le feuilleter ou de le découvrir. Donc moi je suis Santiago Mendieta, je suis le directeur éditeur de la revue, voilà, qui est éditée depuis Toulouse et qui s'intéresse bien évidemment à l'ensemble de la Méditerranée, avec des histoires qu'on essaie de faire durer, et voilà, en espérant que voilà, vous nous resterez fidèles. Alors avec moi, plusieurs auteurs, donc on me reproche souvent, il n'y a que des auteurs mecs. Voilà, donc là on a des demoiselles, voilà. Mais il y a, sans respecter une totale parité, parce que je ne fais pas ce compte-là, on a beaucoup de collaboratrices en termes de dessin, en termes de texte aussi, hein, puisque voilà, donc on essaie nous de varier les graphismes dans la revue Gibraltar par le texte, le dessin, la bande dessinée et la photographie. Bon, si vous connaissez la revue, je ne vais pas vous faire de dessin. Voilà, donc aujourd'hui on reçoit donc Chloé Aran, qui est photographe, une jeune photographe issue de l'ETPA, et qui a signé les photographies du sujet sur la mine de Salsigne, le numéro. Donc, c'est quoi déjà le titre? Je ne l'ai jamais en tête, ce titre. Ah non, c'est pas tout à fait ça. Vous voyez, on va sortir un numéro. Voilà, donc Chloé. Voilà, vous voyez, on a du mal avec ce titre, mais bon, que je trouve pas mal. Donc Chloé Aran, donc, qui va nous parler un peu de ce travail. Anne-Lise Verdier, qui est illustratrice et qui a signé une très jolie BD autour de... Alors on a appelé ça « Sous le plastique, les fraises ». Bon, c'est un petit peu provocateur parce que sous le plastique, sous les serres plastiques, il y a des femmes, bien évidemment, des Marocaines, des femmes marocaines issues de milieux très modestes qu'on fait venir légalement pour la cueillette des grosses fraises, vous savez, qui arrivent. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est durant l'hiver? Ça arrive au mois de mars. Elles arrivent très tôt. Elles sont fabriquées elles sont cultivées du côté de Huelva, dans le delta du Guadalquivir. Et donc, Anne-Lise m'a proposé ce très joli récit dessiné autour de cette histoire. Et puis, un journaliste, un homme, Philippe Motta, que je connais depuis longtemps, donc qui a été longtemps journaliste pour la presse nationale ici à Toulouse, comme correspondant, qui a écrit des livres chez Inuit, des romans, dont un d'ailleurs qui parlait un peu de ce métier de presse un peu qui fout le camp, vu à travers le fait divers, un fait diversier. Je crois que ça s'appelait Servir l'oubli, voilà. Un peu qui parle un peu voilà, du journalisme un peu qui fout le camp. C'est un peu ce que tu as vécu aussi. Voilà. Et puis donc Philippe a signé donc cet auteur, L'or de Salsigne et son silence empoisonné. Voilà, c'est un titre qu'il faut retenir. Donc autour de la mine de Salsigne, donc il nous dira qu'est-ce qu'il faut penser de ce sujet. Alors on a un dossier consacré à l'environnement. Tu vas me le prêter, ça va m'aider. Un dossier consacré à l'environnement parce que bon, dans Gibraltar, il y a l'ADN de Gibraltar, c'est de parler des migrants, c'est de parler, on va dire, de l'ensemble des pays, mais il y a toujours un sujet qui traite un peu de cette thématique. Moi, c'est des thématiques qui me passionnent. Et donc, on a voulu faire un dossier qu'on a appelé « Au chevet de la Terre », avec donc, le sujet sur Salsigne, le sujet, donc ça se déroule dans l'Aude, un sujet sur la Camargue et l'eau qui monte, la mer qui monte régulièrement, sous l'effet du changement climatique. Et je vous dirai en 2 mots aussi pourquoi la Camargue, elle est menacée, mais elle peut s'adapter. Ensuite, il y a également un sujet sur la Tunisie, sur une oasis, une palmeraie, qui essaie de s'en sortir un peu contre le gouvernement, avec de l'autogestion, en mettant tous les biens de production en commun. Voilà, donc ça c'est l'oasis de Gemna, donc l'oasis solidaire et les enfants de la Révolution. Un sujet sur l'Italie,
dans le golfe de Naples, une ancienne cité balnéaire complètement détruite, on va dire, d'une part par les mafias, parce qu'il y a une mafia napolitaine présente, la Camorra, mais également une mafia de Nigérians qui s'est installée là-bas. Et puis, bon, il y a la montée de la mer là aussi, et voilà, il y a des maisons abandonnées qui sont squattées. Enfin, bon, voilà, et à côté de ça, il y a des gens qui reviennent tous les étés, parce que c'est le village de leur enfance, et qui ont de super souvenirs. Et donc, il y a une partie complètement dévastée, et il y a une partie où les gens viennent, où il y a des cafés, où les gens font la fête. Bon, donc on explique un peu cette dualité. Et puis, dans le sujet sur les fraises, hein, le récit bande dessinée, Sous le plastique les fraises, et un autre sujet sur l'Espagne, vous savez que l'Espagne me tient à cœur, sur Almeria. Alors Almeria, on pourrait dire, c'est encore l'histoire des mers de plastique, hein, quand on passe sur l'autoroute, hein, c'est quelque chose que l'on voit depuis l'espace. Hein, c'est-à-dire que Thomas Pesquet, quand il faisait des photos depuis la station internationale là-haut dans l'espace, il pouvait voir la mer de plastique qui est sur Almeria, qui fait des milliers d'hectares, hein, avec énormément de serres plastiques, avec évidemment, on va dire, un modèle économique et agro-industriel qui est complètement aberrant. Hein, donc du plastique, épuisement des sols, épuisement des nappes phréatiques, utilisation de migrants, exploitation des gens, enfin, j'en passe et des meilleurs. Mais finalement, ce n'est pas à ça auquel on s'est intéressé. On est allé un peu plus haut. Il y a une vallée au-dessus d'Almeria, hein, au-dessus d'Elegido. C'est une vallée qui a été plantée par des grands propriétaires, où il y a des milliers d'hectares qui ont été plantés avec des oliviers. Donc c'est une région semi-aride qui manque d'eau. Et en fait, on plante des milliers d'hectares d'oliviers avec du goutte à goutte. Donc on pourrait se dire ça économise de l'eau. Mais en fait, c'est plus complexe. C'est-à-dire qu'en fait, on épuise les nappes phréatiques pour faire pousser ces oliviers qu'on dope un peu. Hein. Et c'est des oliviers qui sont plantés très serrés. Très très serrés pour qu'évidemment ils produisent. Et en 5 à 10 ans, c'est un olivier, c'est millénaire. Hein. Mais en 5 et 10 ans, ils sont épuisés. Tellement on les a pressés. Et voilà, et à force, ça peut faire aussi de l'huile bio. Vous voyez un peu dans quelle absurdité on se trouve avec effectivement l'assèchement programmé de cette région. Puisqu'on épuise les sujets, les nappes phréatiques, voilà. Les aquifères, c'est le terme utilisé. On va faire parler, je vais arrêter de parler et faire peut-être parler Chloé. Ah, ça y est, non, Chloé ne veut pas parler. Tu veux faire parler Philippe. Bon, on va parler d'abord de Salsigne, c'est très proche de nous. C'est quoi? C'est à 1 heure de route, 1h15, hein, dans la région de l'Astour. Hein, le Mascabardès, donc c'est pas loin d'ici, au nord de Carcassonne. Et c'est vraiment un coin qui a été fracassé, sacrifié sur l'autel des mines, hein, de cette mine d'or de Salsigne. Et Philippe nous dira qu'est-ce qu'il y a derrière cette mine, en sachant qu'elle a fermé en 2004 et que là, effectivement, c'est un vrai problème sanitaire, aussi bien pour l'environnement, pour les cours d'eau, hein, c'est la vallée de l'Orbiel, et puis également pour les gens qui habitent ce coin-là. Et puis, c'est vraiment un drame parce que les gens ont du mal à vendre leurs biens. Et voilà, parce qu'effectivement, tout ce coin est pollué. Philippe va nous expliquer un petit peu de quoi il en retourne. Ouais. Voilà. Alors, peut-être nous dire en quelques mots, depuis combien de temps tu t'intéresses à cette histoire, ouais, et comment, finalement, tu as découvert ce qui se passait là-bas. Bon, cette histoire n'est pas tout à fait neuve. On est entre Carcassonne et Mazamet, sur cet axe. À une 20-25 km de Carcassonne, c'est-à-dire grosso modo une demi-heure de voiture, parce que ça serpente. On monte dans la montagne noire, on se dirige vers le Tarn. Et là, au début du siècle, à la fin du 19e siècle, il y a un géologue amateur qui découvre de l'or dans de vieilles mines de fer, de cuivre, etc. Il découvre de l'or en quantité suffisante pour être exploité à l'époque. Et ce gars exploite cette mine. Marius Esparseil, c'est ça? Esparseil. Oui. Marius Esparseil, oui. Géologue amateur, architecte de profession, voilà pour la petite histoire. Et il commence l'exploitation, évidemment, il produit une ruée vers l'or, hein, parce que ça se sait, etc., etc. On arrive rapidement en 1924 où là, cette exploitation morcelée, familiale, par-ci, par-là, les uns qui avaient leur petite mine, machin, tout ça, le monopoly boursier arrive et disons qu'en 1924, c'est une exploitation capitalistique par une seule société
de l'ensemble des mines, et on dit la mine d'or de Salsigne, et on exploite de l'or jusque, on va dire, bon, raisonnablement, jusqu'au début des années 60, où là, la mine devient moins rentable, pour 2 raisons, parce que d'une part, les monnaies ne sont plus indexées sur l'or, il y a une baisse des cours, et on a une espèce de recul industriel de ce secteur, de cette mine. Mais il y a l'actualité la plus funeste, finalement, vient rattraper la région par les bretelles, parce que dans la nature, en fait, les métaux s'acoquinent entre eux. C'est-à-dire que quand on trouve du plomb, on peut espérer trouver du cuivre, mais si on trouve du cuivre, on a de bonnes chances de trouver de l'argent. Le tout étant dans une question de proportion. S'il y a du cuivre et de l'argent, ça ne vaut peut-être pas forcément le coup d'exploiter l'un et l'autre. Enfin bon, voilà. Et dans cette montagne, à côté de l'or, il y a de l'arsenic. Et dans le mi-temps des années 60, la guerre du Vietnam s'enclenche et il y a Monsanto et Dow Chemical qui ont la bonne idée de proposer de l'agent orange au Viet Cong. Et ils ont besoin pour ça d'arsenic. Ils achètent 100 millions à peu près de tonnes d'arsenic sur une bonne quinzaine d'années pour fabriquer cet agent orange. Oui, les fameux défoliants. Qui va servir à défolier le Vietnam. Et donc ça relance, j'allais dire, les mines de Salsigne, qui, pour des raisons, on va dire, de communication, vous comprendrez assez aisément, restent les mines d'or de Salsigne, mais qui en fait deviennent des mines d'arsenic, quoi. Moi, je ne connaissais pas. Enfin, je connaissais l'histoire de la mine d'or, mais ça, je veux dire, c'est quelque chose que tu m'as appris. Vraiment, la mine d'arsenic, c'est surtout ça. Et l'histoire du Vietnam, j'avais lu ça nulle part. Et elle devient la première mine d'arsenic du monde. Il faut savoir. Et surtout, 100 millions de tonnes, c'est pas rien, quoi. Qui sont partis au Vietnam. Enfin, d'abord aux États-Unis, qui ont été. Dow Chemicals faisait ce qu'on appelait le Blue Agent. Et Monsanto faisait l'agent orange, mais peu importe, de toute façon, c'était défoliant. Et les Vietnamiens en payent encore le prix. C'est-à-dire que bon, c'était un bon arsenic, finalement. Bon, voilà. Et après la fin de la guerre, évidemment, au début des années 80, l'activité périclite, on saucissonne tout ça. C'est-à-dire que des Australiens prennent la partie exploitation, extraction, et la partie traitement des rochers appartient à d'autres sociétés qui sont canadiennes, etc. La situation ne s'arrange pas et l'État, finalement, vient au secours de cette vallée qui vivait au travers de cette mine. Et c'est Bérégovoy, au début des années 80, qui décide de racheter l'outil de production. L'outil de production, en l'occurrence. Pierre Bérégovoy sous François Mitterrand. Oui. Voilà, non, mais je précise. Oui, pas sous Giscard d'Estaing. Non, mais bon, c'est jamais. On oublié ici. Je ne sais pas. Bérégovoy. Ouais. Et bref. Il y en a qui s'en souviennent. Ouais. Et donc, l'État rachète finalement le four qui servait. L'État laisse aux Canadiens l'exploitation de la mine, c'est-à-dire l'extraction des rochers, mais garde la partie de traitement des rochers, c'est-à-dire un gigantesque four qui a été longtemps unique au monde, et en tout cas qui est resté encore plus longtemps unique en Europe, un four qui portait la roche à des températures dantesques. Donc la roche qui était réduite en poudre fondait, évidemment, et en fonction des additifs qu'on y mettait, en haut on récupérait tel métal, au milieu il y avait tel autre métal, on mettait dans l'eau, on récupérait autre chose, donc on récupérait par-ci, par-là du bismuth, un peu de fer, un peu de bon. Mais ce qui se produisait, c'est que ça ne suffisait toujours pas. Et dans le secret industriel, on dit aujourd'hui le secret industriel, l'État utilise ce four pour lancer des appels d'offres internationaux et invite les pays européens à venir brûler leurs terres qu'ils n'arrivent pas à dépolluer. Et grosso modo, le Salsigne devient l'incinérateur des déchets ultimes d'Europe. C'est-à-dire que grosso modo, on a foutu dans ce four à des températures qui n'existaient nulle part ailleurs en Europe, tout ce dont les autres pays n'arrivaient pas à se débarrasser. Donc, grosso modo, on ne sait pas quoi. Parce qu'il y a des ouvriers qui vous disent, des témoins qui vous disent, ouais, ben les camions, ils arrivaient la nuit escortés par des gendarmes. On versait les camions dans le four. Et puis, on ne sait pas ce qui brûlait là-dedans. Voilà.
évidemment, tout ça ne finit pas. Par exemple, tiens, vous avez peut-être quelques-uns qui ont le décodeur de Canal+. En 94, je crois, Canal+ a changé tous ses décodeurs. Il y a un modèle, etc. Donc, ils ont invité leurs adhérents, leurs abonnés, à se débarrasser de l'ancien décodeur et d'en récupérer un nouveau. Ben, tous ces anciens décodeurs, ils ont été brûlés là-bas. Voilà. Et voilà ce que faisait ça. Et les déchets de la guerre du Golfe, c'est-à-dire des armes, des missiles, évidemment, sans charge explosive. Hein, enfin, à mon avis, il peut y avoir du Doliprane dedans. Hein. Donc, tous les missiles non utilisés pendant la guerre du Golfe, quand la France a participé à divers envois de Scud et autres saletés, ben, tous ces déchets militaires ont été brûlés là-bas. Et on ne sait pas. Et il y a eu des camions qui ont été enfouis aussi. C'est-à-dire que, grosso modo, on faisait un tampon de béton, on invitait un camion à venir, on déchargeait le camion, c'est-à-dire qu'on ne le déchargeait pas, on mettait la benne dans le trou, si vous voulez, non, dans le four. Ouais, dans la mine, là, enfin, comment on appelle ça? Ah, bref, allez, les trucs de la mine, là, dans une galerie, voilà. On explosait tout ça, on remettait un bouchon de béton, et on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans. C'est-à-dire qu'on a incinéré, on a enfoui, on a bétonné des choses, et que personne ne sait. Ça relève d'un secret dont personne n'est au courant encore. Et on arrive en 2004 où tout ça, finalement, ça finit. Ce n'est plus rentable du tout. Il y avait quand même l'exploitation de la mine, quand même. Il n'y avait pas que ce four. Oui, mais l'arsenic, plus personne n'en voulait. Donc les Canadiens, un jour, rendent les clés. Les Canadiens rendent les clés, rendent leurs actions. Et l'État, finalement, pour éviter du chômage, parce que dans cette région, petit à petit, il y avait du chômage. Il rachète aussi. Mais en rachetant les droits d'exploitation, l'État rachète aussi les obligations qui incombent aux pollueurs-payeurs. C'est le vieux principe de droit, c'est le pollueur qui paie. Mais donc l'État, il hérite certes des actions qui ne valent finalement pas grand-chose au demeurant, mais il hérite surtout du devoir de dépolluer. Ce qu'il ne fait pas. En 2004, tout s'arrête. Et il y a une espèce de chape de plomb qui s'installe là-dessus, sauf que, et je fais court, je prends des chemins de traverse, en 2015, il y a cette gigantesque inondation, en 2018, l'année dernière, à peu près un an maintenant, le 15 octobre 2018, il y a une grosse inondation. Voilà. Cette grosse inondation provoque ce qu'on appelle une lixiviation. Ça, c'est un terme géologique que j'ai appris, ça fait chic. Grosso modo, c'est un grand nettoyage de tout ce qui traîne sur les coteaux, les montagnes, les rochers, etc., les sous-bois, les rivières, etc. Les bacs de décantation qui débordent. Et les bacs de décantation. Et grosso modo, il y a une pollution massive qui part avec les torrents dans la vallée et qui se dépose avec les limons, ensuite, à des degrés divers, selon un principe qui est appelé tache des léopards, c'est-à-dire que grosso modo, on va en trouver ici, dans cette pièce, on va trouver des taux énormes, mais de l'autre côté de la rue, il n'y aura rien. Donc évidemment, l'État, dans cette boucle, qu'est-ce qu'il fait? Plutôt que de venir faire ses prélèvements ici, il va aller les faire là-bas. Il va dire, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Sauf que les gens s'inquiètent. Et le maire d'une commune, qui est la commune de Lastours, qui est connu par les Toulousains pour faire partie des châteaux cathares, là. Il y a 4 châteaux qui sont à la queue leu, là. Bon, et on appelle ça des châteaux cathares de Lastours, même s'ils n'ont pas vraiment Qatar. Les châteaux dits Qatar, ou du pays Qatar. Voilà. Bon, enfin voilà, les châteaux de Lastours. Cette municipalité a un maire qui est assez tonique, qui est un ancien mineur, un lanceur d'alerte parmi les mineurs, et qui a des doutes. Et il fait des prélèvements dans la cour de l'école, et les prélèvements qu'il effectue révèlent un taux d'arsenic énorme. Et ça coïncide, c'est vraiment une coïncidence, c'est pas un truc téléphoné, ça coïncide avec le fait que certains parents font tester leurs enfants à l'arsenic, et les gamins affichent des taux terribles. Il y a, dans l'école de Lastours, il y a 3 gamins testés, 3 gamins positifs à l'arsenic. La dose minimum pour un corps d'adulte,
c'est 10 microgrammes par litre de créatinine. Enfin, c'est pour ça que c'est un peu compliqué, mais 10 microgrammes, et les gamins arrivent à 22. Alors, vous imaginez bien, dans la vallée, la panique des parents qui font tester massivement leurs enfants. Sur 110 enfants testés, à l'entrée de l'été, il y en avait 57 qui étaient positifs. Donc du coup, il y a un grand coup de panique. L'État disant, mais non, il n'y a pas de pollution, il faut aller chercher ailleurs. Évidemment, personne n'y croit. L'État se défausse. Et c'est un peu tout ce que je raconte. Parce que pourquoi il y a un énervement maintenant des parents ? Parce que les générations ont changé. Avant, les mineurs respectaient, et les familles de mineurs respectaient une espèce d'omerta par consentement mutuel. C'est-à-dire que la mine, finalement, dès qu'il y avait quelqu'un qui toussait un peu fort, on le payait. Donc voilà. La CGT était là pour dire bah, c'est rien, tu tousses, bon, tu as le cancer à 55 ans, mais bon, c'est normal ici. Bon. Donc finalement, tout le monde était d'accord parce que la mine payait, c'est-à-dire les exploitants de la mine payaient. Tout le monde s'y retrouvait. Mais maintenant, ces familles-là sont parties. Évidemment, pas bête, hein, on ne fait pas hériter une terre polluée à ses enfants. Donc les maisons se vendent pas cher et arrivent des gens, comme je le disais tout à l'heure, qui ont des enfants à l'école. Donc ce sont des gens jeunes. L'école de l'Astour, c'est une école maternelle. Donc les parents ont entre, on va dire, 35 ans quoi, maximum. Quoi, voilà. 35 ans, 40 ans pour les plus âgés peut-être. Et donc cette nouvelle génération, ce sont des gens qui viennent de Toulouse, qui viennent de Nantes, qui viennent de Paris. Eux demandent des comptes. Et eux demandent des comptes, parce qu'ils ne sont pas liés par cette espèce de sentiment, de redevabilité qu'ils entretenaient à l'égard de la mine, que leur famille. Et ce sentiment est très fort là-bas. C'est-à-dire que maintenant, la situation a un peu évolué depuis cet article que j'ai écrit dans le courant de l'été. C'est-à-dire qu'on voit au sein des parents d'élèves une espèce de scission. Parce que entre ceux qui sont les héritiers finalement de cette région et les néos, ce qu'on appelle les néos, les nouveaux arrivants. Les nouveaux arrivants, ils veulent manger tout le monde, quoi. Alors que les héritiers, les anciens, là, ils sont dans le compromis. Mais non, oui, on va voir. Enfin, la dialectique du on craint la mine encore. J'ai rencontré beaucoup de gens. Je suis resté quelques temps quand même là-bas. Et par exemple, j'ai rencontré un monsieur qui me disait un certain nombre de choses. Et j'ai dit, je vais venir chez vous, je vais prendre tout ça par note. Il me dit, oh, ne venez pas chez moi. Hein. J'ai mon beau-frère qui travaille à la coopérative. Voilà. Alors on se demande le lien qu'il y a entre la coopérative, le beau-frère et lui qui me parlerait. Mais c'est ça, c'est-à-dire que la mine a foutu dans l'esprit des gens un tel sentiment de dépendance qu'à l'époque, dire du mal de la mine, c'était s'exposer à toutes les rétorsions. C'est-à-dire que si vous disiez du mal de la mine, on savait que vous étiez le fils, le cousin ou le machin de beau-frère de truc qui avait dit du mal de la mine. Donc, à un niveau de l'échelle, que ce soit sur le père, le frère, la mère, la sœur, la cousine, il pouvait y avoir un tour de vis, une rétorsion. Alors on ne sait pas trop laquelle. Et aujourd'hui encore, cette idée que il pourrait dire du mal de la mine, ça pourrait induire quelque chose de négatif, est encore très forte. Je vous parle pas, mon beau-frère. Et ainsi, cet été encore, il y a des ouvriers qui ont été amenés à creuser un ruisseau. Oui, à curer un ruisseau. À curer un ruisseau qui avait été obstrué pendant les inondations d'octobre. Hein. C'est dire que ça va pas vite. Mais bon, donc ils étaient invités à enlever les branchages. Ils ont soulevé une souche. Il y avait une poche d'eau sous cette souche. Et il y avait des gaz. En soulevant la souche, le gaz s'est libéré. Les deux ouvriers qui étaient dehors sont partis, mais ils étaient dehors, ils ont eu un malaise. Sauf que celui qui était dans la pelle mécanique, il était confiné, il a respiré plus longtemps que les autres. Ils ont tous fini à l'hôpital, dont un avec une lésion au poumon. Mais il ne veut pas parler. J'ai parlé avec lui, mais il me dit, vous ne donnez pas mon nom, vous ne racontez pas mon histoire. Parce que moi, je suis un pelliste. Il est terrassier, le garçon. Si on sait que j'ai parlé à la presse, je ne travaillerai plus dans la région. Et là, on se dit, mais... Donc il y a une forme d'omerta, d'autocensure. Mais c'est plus que de l'autocensure. C'est une peur. Alors, est-ce que la rétorsion est réelle ou imaginée ? Mais en tout cas, il y a encore cette prégnance de la mine, les gens qui font peur.
ne serait-ce que la mésaventure qui est arrivée à Chloé est assez forte. Je le fais en 2 mots. On devait faire une présentation avec une exposition de ces photos à la Stours. Il y a une bande de gens qui se prétendent défenseurs de la mémoire de la mine qui a interdit l'exposition. En la menaçant de conneries, évidemment, en disant on va te faire des procès. Oui, sans voir du tout le reportage. Sans avoir lu l'article. Voilà. Le simple fait qu'on ait pu écrire sur Salsigne. En 97, déjà, j'avais fait un papier. Je me suis retrouvé des mecs de la CGT, qui m'ont dit être de la CGT alors que je montais au bureau, puisque en 97, l'entreprise fonctionnait encore. Les mecs, ils m'ont barré la route, ils m'ont dit, toi, tu reviens ici, toi et ta voiture, tu files dans la rivière, dans l'Orbiel. Bon, voilà, c'était juste de la menace, mais enfin, ils l'ont fait quand même, quoi. Et puis, c'était assez peu amène, quoi. Donc, là, c'était il y avait du message, on va dire. Ouais. Voilà. Voilà, donc grosso modo, le portrait dans cet article, c'est celui-là, c'est celui des générations maintenant qui s'affrontent, au-delà de la pollution, puisque la pollution est avérée, l'État commence à lâcher, un petit peu à reconnaître que oui, il y a peut-être un peu trop d'arsenic, mais les gens se trouvent bloqués, et là je vous la fais, je clôt là-dessus, il est apparu dans le courant du mois d'octobre, là, ça ne sait pas, que certains gamins sont contaminés maintenant avec du plomb et de l'aluminium. Pourquoi ? Parce que l'État a concédé qu'il y avait de la pollution, mais de la pollution à l'arsenic. Or, je vous rappelle, comme je vous le disais au début de cet exposé, on a brûlé de tout dans ce four. Et certes, il y a eu de l'arsenic, puisque la montagne en produisait. Il serait un peu sot maintenant de le nier. Mais en donnant aux gens une espèce de fixation sur l'arsenic, ça permet de laisser passer les autres métaux lourds. Or, il faut savoir également qu'une analyse de métaux lourds dans le sang, plomb et aluminium, c'est 360 €. Vous avez 2 enfants. Non remboursés. Il faut 2 tests non remboursés. Vous avez 2 tests, c'est-à-dire il faut faire les tests à 3 mois d'intervalle. Vous avez 2 enfants, vous faites le calcul à 360 € par test. Vous imaginez le nombre de gens qui vont faire ça. Et encore, on parle que du plomb, de l'aluminium, mais on sait qu'il y a du lithium, on sait qu'il y a du mercure. Et tout ça, évidemment, l'Agence régionale de santé a la tête sous la couette. Elle est focalisée sur l'arsenic. Ils ont fait une concession au bout de 20 ans quand même. Au bout de 2002 jusqu'en 2019, 17 ans. Au bout de 17 ans, ils ont concédé, dans un premier temps, aux parents des maternelles, les tests gratuits d'arsenic, qui ne sont pas remboursés normalement, et qui coûtent 60 €. Aux enfants de moins de 6 ans, gratuité des tests d'arsenic, les parents ont gueulé, ils ont lâché le morceau en disant bon ok, on ira payer les analyses jusqu'aux enfants de 11 ans. Voilà. Ça a été la seule concession que l'ARS a faite, l'Agence régionale de santé a faite pour la santé publique. Voilà. C'est grosso modo tout ça qu'il y a dans l'article, sauf les 2 ou 3 détails que je vais vous donner sur la fin qui sont apparus dans le courant de l'été et que je n'ai pas eu le temps de... Bon. Voilà. On ne peut pas tout dire. Mais non, on ne dira pas tout. Tout est dans l'article, l'essentiel. Il faut le lire. Voilà. Alors peut-être, très rapidement, c'est là qu'est l'essentiel. Parce qu'il est bavard, Philippe, donc oui. Quand il parle, c'est dur de l'arrêter, même s'il est passionnant. Peut-être nous dire qui sont les gens que tu as rencontrés, grosso modo, sans donner les noms, ça ils sont là-dedans. Qui sont les gens, alors, lanceur d'alerte, le fameux maire Max Braille, et voilà, qui sont les gens que tu fais parler et qui effectivement en ont gros sur la patate quand même. Alors... les gens que je fais parler, mais grosso modo, c'est tout le monde. C'est des anciens mineurs, c'est des néo-ruraux, mais grosso modo, les gens que je fais parler, ce sont des jeunes. Parce que j'ai rencontré des anciens mineurs qui entretiennent une espèce de culpabilité. Ils pensent qu'on les incrimine, qu'on leur impute personnellement la faute d'avoir pollué cette vallée, un peu comme à AZF. Les ouvriers pensaient que tout Toulouse les incriminait d'avoir fait péter cette usine. Or, j'ai jamais entendu un Toulousain dire ce sont les ouvriers d'AZF qui ont fait péter AZF. Qui étaient d'ailleurs les premières victimes, d'ailleurs. Et dans cette vallée, j'ai jamais entendu dire ce sont les mineurs qui ont pollué. Mais
encore une fois, il y a cette prégnance de la mine, de l'esprit de la mine. Et je veux dire, le mauvais esprit de la mine, parce que tous vantent l'esprit de la mine, style, bon, c'est un peu Zola, quoi, hein, c'est un peu Germinal, quoi, voilà, la solidarité, on transpire au fond des galeries, on est solidaire, il y en a un qui tombe, il y a 10 copains qui se lèvent à sa place. Bon, et c'était ça un peu l'esprit, quoi, l'esprit rouge, quoi, la mine rouge, mais en même temps, on fait bloc derrière le patron, quoi. Et donc, j'ai rencontré ces gens-là. Il y en a un, je le fais parler, il fait la synthèse un peu de tout. Il dit, ouais, ben voilà, nous, quand on travaillait, on avait la fierté de faire vivre la vallée. On n'avait pas l'intention de laisser une facture écologique. Mais personne n'a pensé un seul instant qu'ils ont travaillé dans l'intention de... Mais... voilà, il y a cet esprit. Et alors, les néo-ruraux, évidemment, ce sont des gens jeunes. C'est plutôt des nouveaux arrivants plutôt que des néo-ruraux. Des nouveaux arrivants, oui, ce sont des gens jeunes. Évidemment, si vous achetez une maison en pleine montagne et que vous voulez y élever vos enfants, c'est pour avoir de l'air frais et naturel et bouffer des légumes bio. Hein. Sinon, vous venez en ville, vous vous installez au Carme. Donc, ces gens qui vont là-bas... Non mais ces gens qui vont là-bas, c'est pour avoir l'air pur, c'est pour imaginer une autre vie à leurs enfants. Et ce sont souvent des gens des villes qui évidemment veulent donner de l'air et qui ont souffert d'avoir manqué d'air, d'herbe, etc. Ils veulent donner ça à leurs enfants et ils apprennent que la région est polluée et ils vivent assez mal, quoi. Voilà, et donc du coup, ça donne des comportements beaucoup plus féroces parce qu'ils sont redevables ni à l'esprit ni au caractère social de la mine, quoi. Eux, ils pensent qu'ils se sont fait entuber, quoi. C'est tout. Alors, ça c'est on va dire le journaliste, l'enquêteur, et puis on a Chloé Aran qui est photographe et qui a effectivement un autre regard. Donc en fait, il y a deux regards sur cette histoire de Salsigne. Donc cet aspect enquête, un peu dénonciation, où on donne la parole à ces gens qui accusent un peu le coup. Et donc Chloé, toi tu as de la famille dans cette région du Cabardès, et donc tu as parlé avec ta tante, je crois qui est infirmière et qui justement a des difficultés à vendre son bien, et donc c'est comme ça que tu t'es ouvert à ce sujet et tu as voulu donc rencontrer les mineurs. Voilà, donc peut-être nous expliquer un peu. Du coup, quand j'étais jeune, j'allais toujours là-bas dans la montagne nord passer mes vacances. Et un jour, elle m'a parlé qu'elle n'arrivait pas à vendre sa maison. Et je lui ai demandé tout simplement pourquoi. Et elle m'a tout expliqué. Et du coup, maintenant, ça fait toujours 10 ans qu'elle n'arrive pas à vendre sa maison à cause du coup de la pollution. Donc moi, j'ai commencé mes études de photographie il y a 3 ans. Donc j'avais 18 ans et je commençais à travailler sur tout ça, sur ce passé industriel par rapport au paysage. Parce que je trouvais très important de parler de la trace que laisse en fait l'homme dans la nature, et que surtout que une fois que là toute cette histoire est passée, on a tout rasé, on a tout enlevé. Du coup, il n'y a plus de traces, on ne le voit plus. Donc je trouvais important en fait d'inscrire tout ça comme un devoir de mémoire en fait pour continuer à faire perdurer cette histoire. Et donc j'ai eu aussi tous ces mécontentements vis-à-vis des citoyens, des gens qui vivent là-bas. Puis je me suis dit, mais en fait, comment je peux comprendre ce paysage si c'est assez difficile de comprendre tout le paysage sachant qu'il n'y a plus rien, que tout a été rasé lors de un moment, tout a été rasé. Du coup, je me suis dit, je vais chercher les mineurs puisque c'est eux qui ont vécu et il n'y a que eux qui pourront m'expliquer vraiment ce qui s'est passé. Donc je suis partie à la quête de ces personnes-là et à ma grande surprise, donc j'ai rencontré l'association Salsigne Mines et Mémoires qui m'a guidée un petit peu vers certaines personnes et à ma grande surprise, j'en ai trouvé très 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 peu. Ils sont compte, moi j'ai eu du mal à trouver 10 mineurs qui ont travaillé dans le fond de la mine, et sachant qu'ils étaient plus de 2000. C'était un peu comme une course contre la montre en fait, et je suis même allée à des enterrements de mineurs. Donc je trouvais important aussi de mettre des visages sur ces personnes-là, parce que les médias parlent beaucoup de la pollution, mais je trouvais important aussi de relever l'importance humaine qu'il y a eu là-bas, comme justement ils disaient que ils ont vécu beaucoup de choses. C'était dur, et d'entendre des hommes large d'épaule, etc., et dire j'en ai chié, c'était dur, et que que la plupart de leurs amis étaient morts prématurément, du coup parce que eux étaient les premiers
touchés par tout ça et que du coup, ça, enfin, voilà, c'est de mettre un peu un visage émotionnel sur tout ça, c'est ce qui était important pour moi. Donc je les ai fait poser avec un objet de la mine, leur objet qui voilà, c'est ça, ou qui était le plus en lien avec leur travail qu'ils ont gardé. Donc ça peut être une hache parce que le monsieur il était boiseur, donc il créait les galeries, un caillou parce qu'un homme il était passionné par la géologie. Bon, voilà, vous verrez de toute façon. Et voilà, je les ai fait poser avec le regard dans le vide et je leur demandais une chose, c'est pensez à votre passé. Et tous, voilà, ils avaient ça. J'ai rencontré une vieille personne de 98 ans. Enfin voilà, c'était assez émotif. Donc Germinal, c'est le fameux Germinal. Oui. Germinal, il s'appelle. Donc Germinal. Donc voilà, il y avait voilà tout ce rapport humain là que j'avais aussi envie de mettre en avant. Parce que en fait, c'était aussi à un moment donné un peu un carrefour des flux migratoires des guerres du siècle dernier, parce que j'ai rencontré des Vietnamiens, des Polonais, des Espagnols, des Marocains, des Français. Enfin, c'était vraiment quelque chose de très familial pour eux, comme ils disaient. Donc eux, ils travaillaient surtout pour avoir assez d'argent pour leur famille. Et c'était très très dur, mais ils le faisaient. Et c'était souvent de génération en génération. J'ai rencontré aussi un père et un fils qui ont travaillé. Donc voilà, vous verrez un peu. Mais alors, quand tu expliques que tu as eu du mal à trouver la trace de ces mineurs, c'est parce qu'ils étaient décédés, ils étaient âgés, oui. Ils étaient malades. Ils sont très âgés. Ils sont très malades à cause du travail qu'ils faisaient. Donc là, je pense que c'est les personnes. Les conditions dans lesquelles ils le faisaient. Oui. Oui, surtout qu'à l'époque, comme beaucoup d'entreprises, ils n'avaient pas conscience dans le danger dans lequel ils étaient. Donc, pas de protection. Oui, voilà, c'est ça. Si vous pouvez voir un film qui s'appelle Les Vaches Bleues, c'est un documentaire dans les années 97. 91, Catherine Di Pozzo. Voilà, c'est super et ça explique vraiment. Elle a pris comme témoignage en fait toutes les femmes de mineurs dont leur mari avait des cancers ou qui étaient morts ou qui étaient pas bien, etc. Il explique tout ce côté en fait où les mineurs avant aussi en fait étaient les premiers touchés par tout ça. Alors, si tu permets, cette dame là, Catherine Di Pozzo, elle a fait son documentaire, je crois qu'il dure 52 minutes, on peut le voir sur internet, je crois qu'on paye 3-4 euros. Ça s'appelle Les Vaches Bleues. Tu nous expliqueras, ou peut-être Philippe nous expliquera pourquoi ce titre. Et effectivement, même dans le film, il y a une omerta terrible des propres victimes qui ne veulent pas dire pourquoi elles sont comme ça, etc. Les femmes, je ne sais pas. Mais cette réalisatrice, qui est une réalisatrice confirmée, n'a pas trouvé de diffuseur, c'est-à-dire que France 3 n'a pas voulu le diffuser, elle n'a trouvé personne pour le diffuser. Donc elle l'a produit elle-même. Et aujourd'hui, c'est une mine, entre guillemets, ce film, parce que, c'est un mauvais jeu de mots, parce qu'effectivement, il est important, parce que voilà, il y a des témoignages avec des gens qui ne sont plus là. Et surtout, il y a des traces aussi photos, visuelles, du coup, du film, pardon. Oui, à l'époque, ça fonctionnait. À l'époque, comment ça fonctionnait et surtout comment tout était en place et que maintenant, nous, génération future, si on nous dit pas qu'il y avait ça et que cette belle montagne recouverte de magnifique verdure, et en fait en dessous il y a des tas et des tas d'arsenic, on n'est pas au courant. D'où l'importance dans mon cas, je pense de faire l'effort de donner des clés pour comprendre un petit peu ce qui se passe dans le paysage en fait en général en fait pour c'est un devoir de mémoire quoi en fait et c'est très très important de continuer tout le temps Philippe, Les Vaches Bleues, tu peux nous expliquer en 2 mots? Ouais. Rapidement. Pardon, en 2 mots. Oui. La dernière enquête de santé publique qui a eu lieu en 97 montrait que les femmes avaient un taux de cancer de l'œsophage notamment et de l'estomac 7 fois supérieur à la norme française. Concernant les hommes... Dans la région. Dans la région. C'est oui, bien sûr, oui, on ne parle pas des Sables d'Olonne. Donc, il y a un taux de cancer 7 fois supérieur à la moyenne nationale. Pour les hommes,
Alors là, les taux de cancer sont 4 fois supérieurs en ce qui concerne les cancers de la vessie, des poumons. Les cancers du rein, c'est 5 ou 6 fois supérieur. Les cancers du sang, on n'en parle pas. Et moi, je suis allé faire la tournée des cimetières, parce que je pense que, justement, face à ce qu'on ne me disait pas, je suis allé visiter 5 ou 6 cimetières. Et le nombre de personnes, d'hommes, je parle, qui sont morts, oui, avant 60 ans est considérable, quoi. Pas d'études épidémiologiques. Si. Alors, la dernière étude a été faite par ce qu'on appelait à l'époque l'INVS, l'Institut national de veille sanitaire, qui est l'antéchrist des agences régionales de santé. La préfiguration des agences régionales de santé, et c'est là qu'ils ont sorti ces chiffres les cancers des femmes, des hommes, les cancers par discipline, si je puis dire, le foie, les reins, les machins, et voilà. Et les cimetières sont assez éloquents aussi dans la région. Tout ça est dans l'enquête. Mais ouais. tu n'as pas répondu à ma question sur les vaches bleues. C'est à cause de la langue. C'est pas ça l'histoire ? C'était la légende Oui. La légende disait, je crois que il y avait un agriculteur qui disait qu'il y avait leur vache qui était bleue parce que à cause des retombées d'arsenic ou de. Mais c'est pas une légende, hein. Apparemment, c'était. Là-bas, il n'y a plus de vrai. vaches. Il n'y a plus de vaches. Il y a plus de moutons pendant très longtemps. Pourquoi ? Parce que et des équidés. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les moutons, les chevaux et accessoirement les vaches étaient beaucoup plus sensibles aux pollutions par les fumées que les hommes, finalement. Les hommes tenaient le coup plus longtemps, sauf que... Alors, les lapins, n'en parlons pas. Et donc, on s'est rendu compte que les animaux, donc les chevaux en premier, les moutons ensuite et les vaches étaient beaucoup plus sensibles à l'arsenic et en crevaient. Sauf que c'était encore... Bon, 2 secondes. Et ce qui était terrible, c'est que la mine indemnisait les moutons, les vaches, les chevaux, etc. Sauf qu'il fallait établir qu'ils crèvent de l'arsenic. C'est-à-dire que les animaux, on m'a raconté, des vieux m'ont raconté que les animaux se jetaient sur les rochers ou se jetaient contre des murs tellement ils avaient mal. Mais il n'y avait personne pour leur mettre une balle dans la tête. Parce que si on leur mettait une balle dans la tête, on portait le mouton ou le cheval à la mine, et la mine disait, ah ben non, c'est pas l'arsenic qui l'a tué, c'est vous qui lui avez donné un coup de fusil. Donc les gens laissaient crever les bestioles. Mais c'était quelque chose de terrible. On m'a raconté ça. C'est l'histoire des vaches bleues. Voilà. Et avant de donner la parole à Anne-Lise Verdier, parce que l'heure tourne quand même, il y a un encadré à la fin, il y a une partie pratique sur les rejets toxiques, une histoire ancienne. Et en fait, grosso modo, ces histoires de rejets toxiques, effectivement, sur l'herbe qu'on donnait aux lapins, sur les herbes, etc. Dès 1930, il y avait déjà des dénonciations. Et on s'apercevait qu'effectivement, il valait mieux laisser tomber la vigne et les élevages de lapins et pour aller travailler à la mine. Voilà. Donc, grosso modo, déjà, et puis à l'époque, déjà, il y avait une pétition. Le 1er mai 1936, une pétition dénonce la mortalité des lapins sauvages et des oiseaux provoqués par les émissions d'arsenic de la mine de Salsigne, 1936. Donc, je veux dire, on continue à faire l'autruche, mais bon, en 1936, déjà, on en parlait dans la presse locale. Et il y avait déjà des associations qui le dénonçaient. Voilà. Ainsi que celle des lapins domestiques empoisonnés par les herbes rapportées des champs, établissant un danger certain pour les personnes. Voilà, donc c'est vraiment pas nouveau. Voilà, donc on a l'air de découvrir des choses qui existaient déjà. Voilà, donc un sujet riche, un petit peu fort, un petit peu dramatique, mais qui est pas loin de chez nous. Et je pense que c'était important d'en parler. Anne-Lise, on va te donner la parole, peut-être pour parler un peu de ce sujet. Voilà, tu as un micro. Alors, est-ce que peut-être il y a des questions ? Je vois que peut-être il y a des réactions. Peut-être on peut ne pas attendre. Très bien. On peut ne pas attendre la fin. Voilà, parce qu'en général, c'est toujours les sacrifiés. Merci. Oui, donc le sujet a l'air passionnant. Merci de nous le faire partager. Moi, j'avais une question plutôt sur le travail du journaliste. Vous avez évoqué 1997. Ça veut dire que ça fait plus de 20 ans que vous vous intéressez au sujet. Donc, est-ce que vous pourriez nous résumer un petit peu votre approche du sujet ? Comment vous vous êtes finalement informé sur ce qui se passait et puis comment vous l'avez suivi jusqu'à maintenant ? Un peu par hasard, je me suis informé un peu par hasard parce qu'en 95, je crois, ou 16, il y avait eu des inondations dans l'Aude déjà.
Et j'étais tombé sur un entrefilet dans la presse locale, c'était dans la Dépêche ou l'Indépendant, je sais pas, en parlant de pollution. Et il se trouve que j'avais quelques copains qui habitaient le coin. Je posais 2-3 questions et il est apparu qu'effectivement, il y avait une pollution, mais que personne n'en parlait. Il me dit, ouais, mais tu sais, la pollution là-bas, on le sait. Mais bon, il ne faut pas le dire. Donc du coup, moi, à l'époque, ça m'avait mis un peu la puce à l'oreille. Je suis allé là-bas. À l'époque, je travaillais pour Le Figaro. J'étais allé en reportage pour Le Figaro, 2 jours. Et j'étais allé voir ce qui se passait. Donc tout le monde me disait qu'il y avait de la pollution, mais personne ne voulait me parler. Et par chance, moi j'avais pu faire un sujet avec les reliquats de ce que la préfecture voulait bien laisser traîner, mais c'est-à-dire grosso modo de la langue de bois, quoi. Ouais, ouais. Et on avait fait un papier là-dessus, et j'avais eu donc des menaces par des ouvriers qui m'avaient dit bon. Si c'est pour faire ça, tu dégages. Voilà, grosso modo. Oui, monsieur. Juste, il marche, ouais. Ouais, j'étais journaliste à Carcassonne, donc je connais un peu mais je le connais surtout par ma famille, parce que l'oncle de ma mère était maraîcher à Conques, à la sortie de Conques. Tout Carcassonne a mangé des légumes depuis 1940, enfin après la guerre, jusqu'à... Et donc, il était payé... Quand il y avait un problème d'arsenic, etc., il y avait quelqu'un de la mine qui venait, qui regardait les parcelles et qui disait « Bon, ça, vous le mettez de côté, vous ne le vendez pas. » Et il était payé, et il ne venait pas chercher les caisses, il disait. Et bon, ses filles disaient « Il nous a fait tout bouffer. Hein. » La famille mangeait avec ça, parce qu'il ne roulait pas sur l'or en tant que maraîcher. Et j'ai eu un deuxième témoignage qui me paraît intéressant sur cette mystique presque de la mine. C'est que quand les gens étaient employés à la mine, c'était formidable. J'ai un cousin, donc le fils de cet oncle à ma mère, qui était électricien. Bon, et un jour, on lui a dit, il y a une place à la mine. Il y va, et il dit, j'en suis pas revenu. Quand je suis sorti du bureau, j'avais rien demandé, je gagnais 2 fois plus que ce que je gagnais dans mon ancien travail. Et il n'était pas pistonné ni rien, puisque c'était là, à l'époque, il y a très longtemps, c'était dans les années 60. Donc, c'est de très longue date qu'on sait qu'il y a une pollution à Salsigne. C'est un crime manifeste depuis très très longtemps. Hein. Oui. Mais je dois reconnaître que les journalistes carcassonnais, bon, moi je l'étais que jusqu'en 80, on n'a pas été très bavard là-dessus. On parlait des épiphénomènes qui pouvaient se passer, mais il n'y avait pas de témoignages comme il y en a maintenant, parce que là maintenant c'est pas tant, quoi. Ben, Santiago l'a dit tout à l'heure, dès 1936, ils appelaient ça le syndicat des fumées. C'est-à-dire que les gens s'étaient associés pour créer le syndicat des fumées. Ça s'appelait comme ça. Donc dès qu'il y avait parce qu'il y avait des récoltes de blé qui partaient à la poubelle, hein, direct, tellement le blé était pollué. Donc ça commençait à gronder. Donc ils ont créé. Alors tout ça, ça partait au tribunal. Systématiquement ou quasi systématiquement, les ouvriers, les agriculteurs gagnaient. Donc un jour, la mine a dit bon, attendez, on va négocier. On va plus aller au tribunal, on va couper court avec les frais d'avocat, les frais de justice, machin, truc chouette. Si vous avez un problème, c'est ce que vient de vous dire monsieur, si vous avez un problème avec vos légumes, avec vos lapins, avec vos chevaux, vous venez, on vous paye, et puis et surtout vous dites rien. Voilà. Et après, effectivement, la qualité des salaires, enfin, le niveau des salaires faisait que les mineurs, c'était les empereurs, enfin les empereurs, c'était les playboys de la vallée, quoi. Enfin, ils avaient la voiture, ils avaient le frigo, ils avaient tout dans la maison. Et ils avaient beaucoup de sous, enfin beaucoup, ils avaient de quoi vivre. Et ce qui a donné justement l'exode que l'on connaît aujourd'hui, parce que ces mineurs, en gagnant raisonnablement leur vie, même très raisonnablement leur vie, ils ont permis à leurs enfants de faire des études. Et les enfants sont partis maintenant. Ce qui explique pourquoi il y a, en partie, ça ne résume pas tout, mais ce qui explique pourquoi il y a beaucoup de maisons à vendre, parce que précisément, les mineurs ont permis à leurs enfants, à leurs familles d'aller faire des études, chose qu'ils n'auraient jamais faite s'ils étaient restés coupeurs de bois ou que sais-je, ou ramasseurs de châtaignes, parce que là-bas, par les bois et la châtaigne, il n'y a pas grand-chose. Non, c'est vrai, il y a les châtaignes, producteurs de châtaignes. Bien, voilà, on pourrait dire beaucoup de choses, mais l'heure retourne malheureusement. Et puis bon, on va quand même donner la parole à Anne-Lise sur un sujet différent, mais également voilà, sur une thématique environnementale et humaine. Hein. Dans Gibraltar, il y a toujours cette dimension humaine importante. Et donc, Anne-Lise m'avait proposé ce sujet, donc un récit dessiné, une bande dessinée, au départ sur cette histoire donc, de la culture de la fraise à Huelva, delta du Guadalquivir,
avec cette association paysanne. Elle va peut-être nous dire en quelques mots oui, la en fait, genèse. c'est un projet à deux têtes, en quelque sorte, puisque au départ, il n'était pas directement fait pour Gibraltar, mais pour la Via Campesina, qui est... Je ne sais pas si on m'entend, oui. Pour la Via Campesina, en fait, qui réunit plusieurs syndicats de paysans au travers le monde. C'est une sorte d'association de syndicats agricoles paysans. Présente dans de nombreux pays du monde. Présente dans de nombreux pays du monde. Donc, il se trouve que j'ai une amie qui terminait sa thèse sur les travailleurs migrants dans l'agriculture du nord de l'Italie, donc qui est une région qui produit énormément de fruits. Et c'est comme toutes ces régions qui sont cultivées de façon un peu intensive, où on a un fort besoin de main-d'œuvre au même moment de l'année, en fait. Et c'est une région qui faisait appel à des Italiens du Sud pauvres au départ. Et puis après, ça a été les Roumains. Et puis maintenant, c'est les Noirs qui ont traversé la Méditerranée en barque. Donc on a eu l'idée quand ils arrivent à venir, ouais. Donc on avait le projet de faire quelque chose autour de ça. Et la Via Campesina voulait produire un écrit et avec un récit dessiné pour alerter l'Europe sur les conditions de vie de ces travailleurs migrants. Et on a cherché un exemple un peu d'une lutte de travailleurs migrants qui est un peu aboutie, entre guillemets. Et finalement, on n'est pas parti sur l'Italie, on est parti sur ce terrain de Huelva, qui a été aussi le terrain d'étude d'une thèse en sociaux, qui est passionnante, puisque Emmanuelle Elio, qui a fait cette thèse, elle remonte aussi aux origines de cette espèce de modèle agricole qui a été californien, qui a été israélien, qui s'est développé après au Maroc. Que des entreprises espagnoles ont développé au Maroc et qui ensuite se sont développées dans le sud de l'Espagne, en Andalousie. Donc depuis le début des années 2000, on va dire, c'est des exploitations agricoles qui utilisaient des travailleurs migrants. Et depuis une dizaine d'années, ça s'est resserré, c'est-à-dire que les travailleurs qui sont embauchés, c'est des femmes. C'est des contrats qui sont passés spécifiquement avec le Maroc. Donc le Pôle emploi marocain va embaucher des femmes. On le voit très bien dans la BD, c'est raconté comment les femmes sont recrutées, sur quels critères. Non, toi, t'es trop grosse, voilà. Toi, ceci, toi, cela. Bon, voilà. Alors, des critères qui peuvent être effectivement humiliants, mais le critère principal, c'est d'abord qu'elles aient des enfants en bas âge, des enfants au-dessous de 14 ans, pour la simple et bonne raison que si elles sont embauchées en Espagne, en laissant leurs enfants au pays, on est sûr qu'elles vont rentrer. Donc on appelle ça la migration circulaire. C'est-à-dire des personnes qui partent pour des contrats entre 3 et 6 mois et qui n'ont jamais aucune chance de pouvoir venir en Europe pour une durée plus longue, en fait. Et alors pourquoi la culture des fraises ? Ce n'est pas forcément leur désir non plus. Mais... Je suis désolé parce que pourquoi la culture des fraises ? Parce que... les employeurs ont considéré à un moment donné que c'était un travail délicat et que donc ça convenait bien aux mains des femmes de ces femmes marocaines. Les fameuses doigts de fée. Voilà, de venir faire ce travail. Alors il y a une chercheuse française d'origine marocaine qui a écrit un bouquin effectivement qui s'appelle Dame de fraises et doigts de fée, dont je me suis pas mal servi pour écrire cette histoire et qui raconte un peu Elle a suivi plusieurs femmes et elle raconte un peu leur trajectoire depuis leur village d'origine jusqu'aux fermes espagnoles. Donc avec des situations personnelles qui sont parfois très difficiles parce que pour une femme marocaine qui sait pas lire et écrire, qui parle pas l'espagnol, tout d'un coup se retrouver comme ça projetée en Europe dans un milieu qu'elle connaît pas, dans un pays dont elle ne parle pas la langue, et en plus ces femmes elles sont logées sur l'exploitation, dans des endroits où il n'y a pas de transport en commun, etc. Donc elles sont pour ainsi dire à la merci des employeurs, quoi. Et ils font un peu ce qu'ils veulent. Donc l'année dernière, il y a eu des cas d'agression sexuelle et de harcèlement et de mauvais traitement au travail qui ont été dénoncés. C'est ce qui est raconté dans l'histoire.
Et des femmes ont dénoncé les mauvais traitements de leur employeur. Oui, ce qui nécessite beaucoup de courage pour elles. Oui, ce qui a nécessité du courage. Et elles ont eu une écoute de la part du SAT, du syndicat andalou des travailleurs. Et il y a une mobilisation qui a pu se faire donc en juin 2018 autour de ça. Après, ce qu'il faut comprendre, et c'est pour ça que dans l'histoire, je suis un peu remontée aussi à l'histoire familiale des deux personnages de femmes que j'ai pris, c'est qu'au Maroc, les conditions de la femme sont aussi très difficiles. Il y a la Moudawana qui est le code qui régit, voilà, le code de la famille marocain. Qui est encore un code assez restrictif pour les droits de la femme, même s'il a été réformé, etc. Qui fait que c'est pas évident pour une femme là-bas de bosser quand on est divorcé, d'être une femme seule avec des enfants, etc. Donc en fait, beaucoup de ces femmes qui partent, elles ont aussi des situations personnelles qui sont délicates. Et c'est très difficile pour elles de dénoncer des mauvaises conditions de travail parce que malgré tout, ça leur fait une manne financière qui est importante et qui leur permet, une fois rentrés au Maroc, de pouvoir vivre mieux, mettre les enfants à l'école, parfois investir. Donc, prendre la décision à un moment donné de dénoncer des mauvais traitements en Espagne, c'est très compliqué. Et celles qui l'ont fait sont parfois aussi mal vues par les surtout, autres. Elles ne reviennent pas l'année d'après. Et bien sûr, ça veut dire aussi qu'elles s'exposent à perdre leur boulot pour l'année suivante. Voilà. Alors, je vous ai montré rapidement quelques dessins. Effectivement, il y a une tonalité un petit peu, on va dire, fraise, hein, avec ces tons un petit peu rouge, oui, rosé. Mais plutôt que du noir et blanc, j'ai fait un choix de couleur assez tranché. Voilà, un peu bichromie entre le rose, le rouge et un petit peu de vert de temps en temps, notamment avec l'argent. Et voilà, il y a un petit peu de vert matiné, quelques yeux verts aussi de quelques femmes marocaines. Voilà. Voilà, donc... on a fait un petit tour d'horizon. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur cette thématique des femmes marocaines et de la culture de la fraise. Pour vous dire également qu'il y a d'autres sujets, bien évidemment. Donc, on a privilégié les auteurs qui étaient présents, qui nous font l'amitié d'être là. Évidemment, il y a un sujet sur les réfugiés à Palerme. Palerme est une ville qui essaie d'accueillir les réfugiés. Donc, on a appelé ça Palerme bras ouverts, puisque, en Italie, vous avez vu que la Ligue fait des scores très importants, la Ligue du Nord, qui s'appelle la Ligue aujourd'hui. Voilà, donc, face au populisme et à la xénophobie, Palerme et son maire sont à la pointe de l'accueil et de l'intégration des réfugiés recueillis en Méditerranée, parce qu'évidemment, cette thématique est un peu l'ADN de la revue. Oui ? Pardon, je croyais que tu voulais... également, une enquête. Il y a une autre enquête, il n'y a pas que celle-ci. Il y a une autre enquête qui est remarquable sur les DOM. Alors les DOM, on n'en a pas parlé parce que l'auteur vit à Londres actuellement. C'est un spécialiste du Proche-Orient. Il s'appelle Thomas Abgral, il est arabophone. Et il s'est spécialisé sur une communauté dont vous n'avez jamais entendu parler, et moi non plus auparavant, c'est les DOM. Les DOM, en fait, c'est les gitans du Proche-Orient. C'est des gens qui habitaient en Irak et en Syrie et qui étaient déjà des communautés un peu comme les Roms en Europe de l'Est, qui étaient marginalisés par leurs compatriotes, parce qu'ils avaient des métiers, récupération de métaux ferreux, y compris aussi dentistes informels, vous avez bien entendu, dentistes informels, voilà. Et donc, c'est des gens qui vivaient de briques et de broc, aussi, pas trop de mendicité, c'est venu après. Et puis avec la guerre, et puis en général, dès qu'il y a des problèmes sociaux et la guerre, en général, les DOM, c'est les premiers qui partent. Ils ont une sorte de sixième sens et ils se sont réfugiés dans des camps, dans des conditions sanitaires hallucinantes au Liban. Et ensuite, c'est des gens qui ont pris des avions pour la Mauritanie et ont traversé le Sahara pour arriver en Europe. Voilà, donc tout ça, c'est raconté à travers l'histoire d'une famille avec qui cet auteur a sympathisé. Et en fait, en échange, il les aide un petit peu à régler les problèmes de papier, les problèmes d'école des enfants, etc. Parce que c'est une communauté qui ne dit jamais qu'elle est DOM. Ils disent jamais, même à leurs compatriotes, qu'ils sont DOM. Parce que comme ils sont toujours discriminés, ils préfèrent dire non, nous on est Syriens. Voilà, donc c'est un papier remarquable, une longue immersion en Seine-Saint-Denis auprès d'une communauté chassée par les guerres, la pauvreté, les DOM, les gitans du Proche-Orient. Et puis également un sujet qui me tient beaucoup à cœur personnellement, c'est un sujet sur Josep Bartoli, qui était un artiste qui est décédé en 1995, qui a connu la retirada, l'exil des républicains espagnols, qui a connu
les camps d'internement français en 1939, lors de la chute de la République, de la défaite et de l'exil des Républicains. Il a connu 7 camps d'internement français. Alors, il s'est évadé, il a été repris, etc. Et puis, c'était en fait un très grand dessinateur, un très grand caricaturiste. Donc, retenez ce nom, Joseph Bartoli. Il y a eu en 2009 un livre qui s'appelait La Retirada, chez Actes Sud. Et dedans, effectivement, pour la première fois en France, on publiait les dessins de ce monsieur, qui sont vraiment remarquables, parce qu'en fait, il raconte les camps de l'intérieur, la souffrance, l'accueil ou le non-accueil, ou l'accueil épouvantable des autorités françaises, notamment des gendarmes, qui sont dépeints comme des gros pleins de soupe bien nourris, vraiment adipeux, parce qu'évidemment, il y a eu aussi des viols, et Bartoli a assisté à tout ça, des viols de femmes, et puis des vexations. Enfin bon, il raconte tout ça très bien avec des dessins, parce qu'il était caricaturiste. Il est proche aussi de l'école allemande du Bauhaus. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup d'influence. Et lui-même, il a été combattant de la guerre d'Espagne, commissaire politique. Alors il était plutôt au PSUC, c'est-à-dire le Parti communiste unifié catalan, mais il était ami avec des anarchistes et avec les poumistes. Si vous connaissez l'histoire du POUM, le POUM, c'était un parti, alors trotskiste, pas tout à fait, mais qui a été grosso modo liquidé par les staliniens et par Moscou. Voilà, tout ça, la guerre dans la guerre, au sein de la guerre d'Espagne, ça a été raconté dans Hommage à la Catalogne de George Orwell et dans Land and Freedom de Ken Loach. Voilà. Et donc, voilà, et lui, il est à la lisière de tout ça, et surtout, c'est un très grand dessinateur qui a un très grand coup de crayon, qui en quelques coups de crayon, vraiment, fait des choses incroyables. Donc, on publie ses dessins sur 30-35 pages. Et puis également avec son neveu, Georges Bartoli, peut-être que certains le connaissent. Il habite les Pyrénées-Orientales. Il est devenu, non pas dessinateur comme son oncle, mais photographe. Et donc, lui, il a refait un petit peu le chemin qu'a fait son oncle, la retirada depuis Belchite, qui était sur le front d'Aragon. Voilà, tout ça est expliqué. Et puis surtout, ce monsieur s'exile au Mexique et puis après aux États-Unis. Et ensuite, il va reprendre, on va dire, sa carrière de dessinateur. Et il va réussir, notamment pour un hebdomadaire qui s'appelait Holidays, qui était un grand hebdo des États-Unis, parce qu'il était à New York. Et il faisait les unes de Holidays. Et puis après, il a eu une histoire, une grande romance d'amour avec Frida Kahlo, la peintre mexicaine. Enfin bon, des choses assez incroyables, une vie 10 vies dans une. Et tout ça, c'est raconté donc, dans ce sujet qui s'appelle Joseph Bartoli, le dessin pour combat. Voilà, avec un dessin, pardon, excusez-moi, le dessin, un dessin qui est en fait un film dessiné qui va paraître au printemps, qui va s'appeler Giuseppe. Voilà, donc si vous allez sur Internet, vous faites Giuseppe comme Joseph Bartoli, et ça raconte sous forme de dessin animé, de film dessiné par Aurel. Je ne sais pas si le nom de Aurel vous dit quelque chose. C'est un très bon dessinateur. Et il va sortir au printemps. Voilà, donc il y a toute une actualité autour de ce Joseph Bartoli. Également une enquête sur le magot des Franco. Voilà, sur la famille Franco. Voilà, c'est d'actualité, mais c'est surtout des gens qui ont énormément d'argent, hérité de leur cher grand-père, voilà, qui a pillé tout ce qu'il pouvait piller. Voilà, donc tout ça c'est expliqué. C'est une enquête, c'est pas du militantisme. C'est vraiment une enquête journalistique, une série sur une enquête également sur les baigneuses de Malmousque à Marseille. Voilà, et j'en ai à peu près terminé sur le sommaire de ce numéro. Voilà, je sais pas s'il y a des questions. Je sais qu'il est tard et qu'il fait faim et que la librairie va fermer. Mais voilà, en vous remerciant pour votre... alors peut-être une question. Une dernière question avant les applaudissements. À quand votre prochain article sur la Corse ? Vous en aviez eu un il y a quelques numéros déjà, qui était extraordinaire. Et j'y ai pensé aussi quand je vous écoutais, madame. L'an dernier est sorti un livre qui s'appelle « Les Invisibles », et qui parle des saisonniers marocains en Corse. C'est-à-dire que chez nous, en France, on a exactement les mêmes problèmes, dans des conditions d'humiliation et de traitement de ces gens-là. Donc il y a beaucoup de matière, et en particulier en Corse. C'est une proposition, on la note. On a des projets sur la Corse, mais pour l'instant, ils sont bloqués. Je ne vous dis pas quoi. Mais on s'intéresse à la Corse, évidemment. Une autre question, Vida. Que si on voulait voir de beaux dessins de Bartoli et trouver les livres bien antérieurs à celui de son neveu, ils sont au musée de la Jonquère, le Moumé, qui est le musée sur l'exil espagnol et où Bartoli a une belle place.
Mais par exemple, lors de l'exposition aux abattoirs de mars à fin août, qui s'appelait Picasso et l'exil espagnol, aucun dessin de Joseph Bartoli. Apparemment, les commissaires de l'expo soit ne le connaissent pas, soit... Bon, et voilà. Donc en fait, c'est quelqu'un qui a été oublié. Et puis lui-même, je crois que c'était quelque chose de tellement douloureux, cette histoire d'exil, que voilà, c'est des dessins, non pas qu'il a cachés, parce qu'il en a donné à la mairie de Barcelone, aux archives, qui sont déposées chez lui. Mais bon, voilà, également en Espagne, on attend des livres autour de l'œuvre de ce monsieur, qui est né en 1910, qui est décédé en 95. Vous voyez, donc, voilà. Et puis lui-même, comme il était au Mexique et aux États-Unis, il n'a pas reconnu non plus la patrie après la mort de Franco. Il reconnaissait plus ce pays, donc il ne s'est pas investi. Voilà. Donc ça peut expliquer cet oubli, mais c'est vrai que l'Expo des abattoirs, quand même, c'est quand même dommage. C'est un grand artiste. Voilà, je vous libère. Merci. Et si vous voulez si vous souhaitez des dédicaces des auteurs, on est encore là pendant quelques minutes. Merci. Une rencontre à la librairie Ombre Blanche le 9 décembre 2019 avec l'équipe du 8e numéro de la revue Gibraltar, revue d'histoire et de récits méditerranéens, autour du directeur de publication Santiago Mendieta, le journaliste Philippe Motta, la photographe Chloé Arendt et l'illustratrice Annelise Verdier.